Donc, bonjour Bibia Pavard. Vous êtes historienne, maîtresse de conférences à l'Université Paris 2, Panthéon-Assas. Vous enseignez entre autres l'histoire des médias, l'histoire des femmes, du féminisme et des genres. Dans votre dernier ouvrage, Ne me libérez pas, on s'en charge, aux éditions La Découverte et coécrit avec Florence Rochefort et Michel Zancarini-Fournel, vous dressez un tableau des luttes féministes en France depuis 1789. Et c'est avec un grand plaisir que je vous reçois aujourd'hui pour discuter des journaux féminins et des journaux féministes. Donc vous avez entre autres étudié la presse féminine et comment le discours politique qui remet en cause une identité féminine figée a pu s'y développer. Alors qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait une opposition entre presse féministe et presse féminine, vous avez observé dans vos travaux qu'elles se sont parfois rapprochées selon les époques et leur contexte. Donc avant toute chose, peut-être on pourrait définir ce qu'on appelle presse féminine et presse féministe. Alors c'est vrai que c'est une question importante parce qu'en réalité on parle de la presse féminine, mais il y a une très grande variété de presse féminine. On devrait parler peut-être des presses féminines et même le format magazine féminin existe à la fois en imprimé mais aussi à la télévision ou à la radio. Et donc la définition la plus simple serait de dire que la presse féminine ou les presses féminines sont des publications, des formats qui sont destinés à un public majoritairement féminin, même s'il y a voilà, aussi une part de public masculin qui lit les magazines féminins. Et disons que la presse féministe, là, effectivement, le public est aussi majoritairement féminin, mais le but est différent. Le but est de faire circuler des idées politiques et de aussi créer une conscience de genre, un recul sur les identités construites féminines et masculines, ce qui n'est pas forcément le cas dans la presse féminine. Pour reprendre le mot de la sociologue Evelyne Sur-Leroux, qui a été vraiment une pionnière dans l'étude de la presse féminine, parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a encore peu de travaux académiques sur la presse féminine, parce que c'est quelque chose qui est jugé comme un sujet peu intéressant, des contenus un peu futiles, alors même que c'est un secteur de la presse extrêmement dynamique encore aujourd'hui, et que ce sont aussi des médias qui sont particulièrement lus. Elle disait, la presse féminine, c'est la presse de devoir, et la presse féministe, c'est la presse des droits. Et donc, effectivement, dans l'histoire, il y a des rapprochements qui se sont faits entre les deux, des circulations de personnes qui peuvent écrire dans les deux types de presse, mais aussi des visions de ce qui est le féminin qui sont parfois divergentes, et surtout une critique féministe de la presse féminine. Donc, voilà comment on peut introduire les deux. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai trouvé intéressant. Moi, quand j'avais travaillé sur les questions de contraception et d'avortement pour ma thèse, j'avais dépouillé entièrement le magazine Marie-Claire du milieu des années 50 à la fin des années 70. Et j'avais été assez étonnée de voir que le contenu était bien plus complexe que ce qu'on peut imaginer, et que finalement il y a un ensemble de rubriques très, très différentes au sein des magazines féminins, et que il faut, je pense, se garder d'avoir une vision qui soit trop simpliste de cette presse qui aussi historiquement a eu un rôle important pour les femmes journalistes, parce que quand il était difficile d'entrer dans une rédaction d'information générale en tant que femme, il était plus simple de rentrer dans des rédactions de magazines féminins, et ça a pu être aussi des tremplins pour des carrières. Pensons à celle de Françoise Giroud, par exemple, qui a commencé à Elle et qui a ensuite fondé l'Express, et qui a été une personnalité centrale jusqu'à être la première femme secrétaire d'État à la condition féminine, donc, et qui se défendait toujours quand on lui disait mais quand même il y a une différence énorme entre le travail à Elle et à l'Express. Elle disait non, c'est le même travail de journaliste que je faisais dans deux médias différents. Et pour revenir à cette tension entre magazine féminin et féminisme, vous avez étudié Marie-Claire, donc, et, qui est un magazine populaire destiné à un public féminin, et dans lequel on peut trouver de nombreuses représentations stéréotypées de la femme.
Mais vous avez montré aussi que que ce magazine a eu un rôle assez important dans la diffusion des problématiques féministes. Comment ça a pu être possible et comment ça s'est mis en place? Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs choses pour le magazine Marie-Claire. La première chose, c'est qu'il y a eu un rôle quand même de la rubrique courrier des lectrices. Et ça, c'est une rubrique qui est particulièrement intéressante pour se saisir des prises de parole des femmes ordinaires. Alors évidemment, c'est une rubrique qu'en tant qu'historienne, on regarde toujours avec un peu de recul parce que voilà, les lettres sont parfois un peu réécrites, elles sont coupées, elles peuvent être sélectionnées. Mais c'est aussi une façon pour les journalistes d'exprimer une demande publique sur certains sujets. Et il se trouve que la question de la contraception a été posée dès 1956 dans les colonnes de Marie-Claire par celle qui s'occupait de la rubrique courrier, Marcelle Auclair, une femme très catholique qui n'était pas forcément prédisposée à se poser cette question, mais qui a expliqué qu'elle recevait tellement de lettres sur la question de la contraception qu'elle s'est sentie obligée de dire quelque chose. Et donc, il y a plusieurs publications de lettres qui exprimaient la nécessité de réfléchir à la libéralisation de la contraception dès les milieux des années 50. Mais surtout, ce qui m'a intéressée, c'est ce qui s'est passé dans les années 70. Parce que dans un contexte de très forte mobilisation sociale et politique féministe, dans un contexte d'explosion de la presse féministe, les années 70, on a vraiment une très grande vitalité de la presse alternative de gauche, d'extrême gauche, mais aussi féministe. Alors ça va du petit cahier renéotypé, agrafé, tapé à la machine ou parfois même écrit à la main qu'on va distribuer dans des réunions, dans des manifestations, à des magazines plus élaborés qui bénéficient de financements plus importants. Donc il y a vraiment cette vitalité qu'on trouve par exemple dans un journal comme Le Torchon Brûle, qui a été publié entre 71 et 73, qui essaie vraiment de réinventer la forme du journal. Eh bien, tout cela concourt à ce que les magazines féminins soient, en fait, d'une certaine manière, poussés à réfléchir à leur positionnement, à leur forme. Et ce qui s'est passé dans Marie-Claire avec la publication de quelque chose qui est très original, c'était ce qu'on appelait le cahier femme à l'intérieur de Marie-Claire, c'est-à-dire qu'il y avait dans le magazine Marie-Claire, entre 76 et le début des années 80, des pages de couleurs différentes, même parfois de matérialités différentes, avec c'était pas en papier glacé par moment, et qui visaient à exprimer la parole des féministes de Marie-Claire. Lorsqu'il sort pour la première fois dans le numéro de 76, c'est écrit « Lisez dans Marie-Claire le cahier femme des féministes de Marie-Claire ». Et effectivement, ce sont des jeunes journalistes qui sont engagés pour faire cette rubrique et qui est une rubrique à la fois critique sur les stéréotypes féminins, qui va mettre en avant par exemple des métiers masculins occupés par des femmes, mettre en avant des femmes peu ordinaires, mais qui est aussi une chronique des luttes contemporaines féministes, une critique de la publicité par exemple marchande et la représentation des femmes dans cette publicité. Donc c'est assez cocasse de lire ça dans Marie-Claire, qui par ailleurs véhicule des images très stéréotypées des femmes, de leur corps dénudés, exposés, contraints par les régimes, par la mode, etc. Mais on retrouve donc ce lieu d'expression féministe. Et effectivement, ce qui m'a intéressée, c'est de comprendre comment il était possible d'avoir de tels discours féministes dans la presse féminine de masse. Et ce qui ressort, c'est que finalement, dans un contexte particulier qui est celui de forte mobilisation politique, il est difficile pour un magazine féminin d'ignorer ces mobilisations. Et c'est aussi parce qu'il s'agissait à ce moment-là de s'attirer un public jeune qui avait lui-même changé, qui avait d'autres centres d'intérêt, à un moment où la presse féminine connaît un petit peu une baisse de lectorat. Il y a eu cette ouverture possible et cette liberté laissée à quelques journalistes qui se sont emparés de ce sujet-là et qui ont d'ailleurs revendiqué leur féminisme de cette manière.
Et pour revenir au temps présent, donc on est aussi dans un moment d'effervescence du féminisme, mais pourtant tout ce qui est presse féministe, ça coûte quand même relativement cher, autour de 20 euros, parfois plus. Mais est-ce qu'il existe encore une presse populaire, donc avec un coût moyen, qui défend des idées féministes? Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'à travers l'histoire, on voit vraiment un panel très large de tentatives par des journalistes de créer des médias féministes nouveaux, originaux. Alors, donc, il y avait ce cahier femmes dans Marie-Claire, mais au même moment ou juste après, il y a eu aussi des tentatives de lancer des magazines féministes. Je pense en France à F Magazine, qui est lancé en 78, qui s'est beaucoup inspiré d'un magazine américain qui a beaucoup marché, qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle Ms Magazine. MS Magazine, ou du magazine anglais qui s'appelle Spare Rib. Et donc, c'était toujours des tentatives de créer un magazine féminin, féministe. Et donc, il y avait pour des sujets politiques, des sujets sociaux, et pas simplement mode, beauté, ou alors revisiter la question de mode et de beauté d'un point de vue féministe. Et aujourd'hui, si on recherche ce même type d'expérimentation, il y en a eu, mais plutôt en ligne. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut peut-être plutôt rechercher du côté des pure players. Je pense à Chic Magazine, qui désormais fait partie des Inrock, qui voulait un pure player féministe sur les questions culturelles, ou à Mademoiselle, qui est aussi une ligne éditoriale féministe dès le départ. Il y a évidemment Cosette qui a été précurseur. Et puis, comme vous le disiez, on a aussi des revues qui ressemblent plus à des MOOC, comme la Déferlante, par exemple, qui se veut la revue des luttes féministes. Mais sur la dimension plus populaire, aujourd'hui, on a plutôt ces pure players, donc ces magazines en ligne. Et puis surtout, moi, je trouve que ça a été beaucoup remplacé par des comptes Instagram qui véhiculent des contenus féministes sur des plateformes. Il y a un cas qui est intéressant à étudier, c'est le compte Instagram Simone, qui est en fait un compte lancé par Prisma Media. Et on ne le sait pas forcément quand on voit ce compte sur Instagram, parce que c'est un compte avec des contenus féministes, qui repostent des contenus féministes, avec finalement peu de contenu propre, mais qui véhicule une image de médias militants. Et en réalité, c'est quelque chose c'est un compte qui a été lancé par un groupe de presse, magazine. Donc, je pense qu'il faut plutôt regarder de ce côté-là pour comprendre les transformations propres au format magazine féminin, féministe aujourd'hui. On a fini sur notre temps. Est-ce qu'on a le temps pour poser quelques questions ou Vous avez 5 minutes. On a 5 minutes, ok. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, moi, j'ai d'autres questions. Ouais, alors attends, je t'apporte le micro. Moi, ma question, elle est sur cette association entre presse féminine, presse féministe. Est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce que c'est pas une forme de récupération politique? Et est-ce que ça va pas amener à finalement affaiblir les luttes politiques féministes? Oui, c'est une très bonne question, et ça a été une critique qu'ont fait les militantes féministes des années 70 sur la presse féminine. Effectivement, cette idée de récupération d'un discours féministe, et je trouve que ce terme de récupération, il ne permet pas d'expliquer la complexité de ce qui se passe en réalité dans les rédactions. Et je pense que c'est vraiment important d'aller voir du côté des journalistes, de comprendre leur parcours, d'aller voir du côté des archives des médias pour comprendre ce qui est en jeu. Donc, ce qui est en jeu, à la fois, c'est des journalistes qui tentent de négocier un espace de liberté dans des rédactions qui parfois est possible dans certaines conditions. Et c'est aussi des formes de circulation du coup d'un discours féministe dans un public plus large, un public qui n'aurait pas forcément accès à des publications plus pointues. Voilà. Cela dit, la critique est entendable aussi, parce que ce sont des discours militants qui sont ensuite
vendues et qui profitent de ces publications. Ce sont les grands groupes de presse qui ne redistribuent pas leur richesse dans le mouvement militant. Donc c'est à double tranchant, mais en même temps, moi ce que je constate plutôt, c'est que c'est vraiment par la variété de ces lieux d'expression du féminisme, dans une presse plus radicale, dans des mobilisations de rue, mais aussi dans des ouvrages qui vont sortir. La question des ouvrages, c'est la même chose, hein, qui profitent des ouvrages féministes qui sortent. Bon, voilà, c'est aussi les maisons d'édition. Mais bon, en même temps, ça donne un écho formidable à la pensée féministe. Donc, c'est finalement plus complexe qu'on pourrait l'imaginer. Il y a encore 2 minutes pour une dernière question, s'il y en a une. S'il n'y a pas, peut-être qu'on pourrait revenir sur... Il y a une question ? Non. Sur justement la fin de la période que vous avez observée chez Marie-Claire et le moment où vous parlez justement de domestication des idées féministes. Oui, alors, ce qui est très intéressant, c'est quand on travaille sur les mobilisations féministes, c'est qu'on peut vraiment voir les mobilisations sur le temps long et donc ce qui se passe vraiment dans Marie-Claire dans les années 70-80, c'est que, et on l'observe dans d'autres magazines comme Ms Magazine par exemple, c'est qu'il y a des moments où l'expression féministe est forte, étendue, et puis il y a des moments où justement il y a des formes de reflux et où le contenu féministe se dissout un peu, se dilue. Alors c'est aussi parce que les mobilisations sont moins fortes, il y a moins de pression justement de ce côté-là. Ça peut être aussi parce qu'il y a des changements dans la rédaction, il y a des rachats par un groupe. Et donc c'est vraiment très intéressant de voir comment ces opportunités s'ouvrent et se referment, et aussi comment certaines journalistes aussi dans leur carrière passent à un autre stade de leur vie et deviennent rédactrices en chef et changent un petit peu de perspective sur leur combat. Il y a aussi l'échelle de la vie individuelle, hein, qui fait qu'il y a différentes étapes. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de comparer avec aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un moment de très forte mobilisation, où il y a vraiment une explosion médiatique et éditoriale. Et il sera intéressant de voir, justement, dans quelques années, comment ça se transforme et comment ça évolue. Pardon, je me promène, mais merci, on va s'arrêter là. Ouais, merci beaucoup.